Histoire bizarre des abonnés. Ah 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 ah. J'étais assis sur ma chaise, concentré sur l'épreuve de mathématiques. Le silence dans la salle était si lourd que je pouvais entendre le son de ma propre respiration. Soudain, j'ai senti une main effleurer mon épaule. Une touche légère, presque imperceptible, mais suffisante pour me faire frissonner. « Jonas, aide-moi, mec !» La voix était basse, presque un murmure. « Jonas, aide-moi !» Mais j'ai reconnu tout de suite. C'était Lucas, le gars qui s'asseyait toujours derrière moi. Mais quelque chose n'allait pas. Lucas n'était plus dans notre classe. Il avait disparu depuis quelques semaines et personne ne savait où il était. Et maintenant, il est apparu à l'épreuve de maths. La prof avait dit qu'il avait quitté l'école. « Lucas, qu'est-ce que tu fais ici, bon sang ?» Mon cœur s'est mis à battre plus vite, mes mains ont commencé à trembler. Jonas, peux-tu me donner la réponse à la question 3, s'il te plaît ? Aide-moi. Sa voix était différente. J'ai senti un frisson parcourir ma colonne vertébrale. Je ne pouvais pas me retourner. Si la professeure me voyait en train de parler, je serais foutu. En plus, je n'allais pas risquer de me faire prendre en train de tricher. Je n'étais déjà pas très bien ce trimestre et je devais réussir, je ne peux pas. Lucas. Désolé. Mon pote Jonas. S'il te plaît, mec, j'ai besoin de passer. Je ne veux pas rester ici. Ici pour toujours, cette phrase m'a glacé. Qu'est-ce qu'il voulait dire par rester ici pour toujours ? Avant que je puisse réfléchir davantage, la sonnerie a retenti, annonçant la fin de l'épreuve. J'ai soupiré de soulagement et rassemblé mes affaires. Et moi ? Jonas, ne me laisse pas ici, mec. Ah ! La voix de Lucas sonnait désespérée, vieux mais restée basse, comme si seul moi pouvais l'entendre. Mon cœur s'est emballé et je me suis enfin retourné. La chaise de Lucas était vide, il n'y avait personne assis là, mec. J'ai regardé autour de moi, mais aucun de mes camarades ne semblait avoir remarqué quoi que ce soit d'inhabituel. Là-bas, la professeure ramassait les copies et les autres élèves discutaient entre eux, complètement indifférents. Je suis sorti de la salle aussi vite que j'ai pu. Sans me retourner dans le couloir, j'ai pris une grande inspiration. J'avais besoin d'air frais, vieux, en essayant de me convaincre que tout ça, c'était juste mon imagination, hein. Peut-être que je devenais fou. Peut-être que le stress de l'examen m'avait fait entendre des choses. Le lendemain, j'ai décidé de demander à propos de Lucas. Je suis arrivé dans la salle et je me suis approché d'un groupe de collègues. « Hé, quelqu'un sait où était Lucas ?» Il a disparu depuis un moment. Non ? Ils se sont regardés, un peu confus, et ont dit « Lucas ? Qui est Lucas ?» L'un d'eux a demandé. Il a disparu il y a 2 semaines. Ils ont ri. Vous ne l'avez pas vu derrière moi en train de passer l'examen. Non, Jonas, il n'y avait personne assis derrière toi. Non, mec. Au dernier examen, il n'y avait que quelques personnes là-bas, non ? Parce que c'était pour la session de rattrapage, mec, frère. J'ai commencé à ne plus comprendre ce qui se passait, ce qui m'arrivait. Alors Lucas n'avait jamais été là à me demander des réponses. Jusqu'à aujourd'hui. Quand je passe par le salon, je ressens ce froid dans la nuque et j'entends un murmure lointain et « Jonas, aide-moi, mec. Je ne peux pas rester ici pour toujours. » Est-ce que Jonas devient fou ? Et il n'existe pas ce soi-disant Lucas ou ce jeune homme, en fait ? C'était quelqu'un qui a étudié dans cette école il y a de nombreuses décennies. Et il a mis tellement de temps à passer son examen qu'il a fini par mourir. Et maintenant, il cherche des réponses auprès d'autres élèves pour finir son examen et quitter la salle. Rentrer chez lui, retrouver sa famille. Bonjour, je m'appelle Mathéus Gonsalve. Vous connaissez cette histoire où le père est parti acheter des cigarettes et n'est jamais revenu ? Eh bien, ça m'est arrivé. Mais ce n'était pas mon père, c'était mon grand-père. Je m'en souviens comme si c'était hier. J'avais environ 7 ans et j'ai vu quand il est sorti pour acheter quelques trucs à l'épicerie du quartier. C'était à environ 2 pâtés de maison de chez nous. Mais ce qui devait prendre environ 20 minutes a finalement duré plus longtemps que ça. Au début, j'ai pensé qu'il avait rencontré un ami ou une connaissance dans la rue, tu vois. Ils étaient à rester discuter et prendre des nouvelles, ou il était allé régler un truc à la banque. Tu vois comment c'est ? Ces longues files d'attente prennent beaucoup de temps aux gens. Mais après toute une journée, sans qu'il ne revienne, ma mère et mon père sont partis le chercher et ne l'ont pas trouvé. Ils ont traversé la ville sans trouver le vieux.
Il ne connaît pas le moi. Au téléphone. Ils ont parlé à la police de sa disparition. Les années ont passé et la douleur a grandi. 10 ans se sont écoulés, mec. C'était un matin ordinaire, ensoleillé comme les autres. L'absence de mon grand-père faisait déjà partie de la routine de la famille. Une blessure que le temps n'a jamais réussi à guérir complètement. Mais ce jour-là, quelque chose s'est passé qui a bouleversé tout ce que nous savions. Le bruit de pas traînants a résonné sur le trottoir, devant notre maison. Quand j'ai ouvert la porte, j'ai failli laisser tomber mon pain. Il était là. Mon grand-père portait les mêmes vêtements, une chemise grise avec des taches de café. Du même jour où il a disparu, il n'y avait pas une seule ride de plus sur son visage. Pour lui, c'était comme si le temps s'était arrêté. Mais pour nous, une décennie était déjà passée. Il s'est arrêté dans l'escalier, fronçant les sourcils, et en me regardant, ses yeux montraient de la méfiance. « Excusez-moi, jeune homme, cette maison appartient-elle toujours à Georges ?» Il a demandé, en parlant de mon père. Ma respiration s'est arrêtée. « Papy, c'est moi, Mathieu. C'est quoi cette blague ? Mathieu n'est qu'un gamin, il doit avoir quoi ? Environ 7 ans. Entendre cela d'Yi a été dévastateur. Les souvenirs d'un enfant attendant un grand-père qui n'est jamais revenu se sont mêlés au choc de le voir là, intact, comme si le temps... Papy, c'est bien moi. J'ai grandi. Vous avez disparu pendant 10 ans. Il a fait un pas en arrière, me regardant comme si j'étais un étranger. 10 ans, ce n'est pas possible. Je suis juste allé à l'épicerie, j'ai mis quoi, 10 minutes ? Tu dois me confondre avec quelqu'un d'autre. Je me suis trompé de maison, c'est ça ? Il n'y a pas d'autre explication. J'ai couru vers mes parents et j'ai raconté qui rentrait à la maison à nouveau. Après 10 ans. Mon père, mes parents, n'en croyant pas leurs yeux. Ils sont restés immobiles et pâles. Quand mon grand-père les a vus tous les deux, son expression a changé pour un mélange de soulagement et de confusion. « Georges, Hélène, mais qu'est-ce qui vous est arrivé ? Vous avez l'air plus âgé. » Il a écarquillé les yeux, commençant à se rendre compte que quelque chose n'allait pas. Nous avons emmené mon grand-père à la cuisine pour qu'il boive une gorgée d'eau bien fraîche, n'est-ce pas ? En expliquant l'incident, il affirmait simplement que nous étions devenus fous. Il racontait avec des détails. Ce matin-là, il est sorti aller à l'épicerie, acheter quelques affaires puis rentrer directement. Pour lui, la journée continuait comme d'habitude. Quand nous avons mentionné le nom de Monsieur Nestor, le propriétaire de l'épicerie où il est allé, il a été surpris d'apprendre que l'homme était décédé. Cela faisait déjà 7 ans, c'est-à-dire, c'est impossible. Je viens de lui parler, il m'a même fait une réduction sur la sardine. Pendant ce temps, nous observons chaque détail. Il ne semblait pas avoir vieilli d'un seul jour. Ses vêtements étaient comme avant, sans aucun signe d'usure, comme s'il venait vraiment de sortir de chez lui. Mais la question qui restait était « Que s'est-il passé pendant ces 10 années ? Où était-il » Les médecins n'ont pas réussi à comprendre ce qui lui était arrivé. Il n'y avait aucun signe de vieillissement significatif ou de maladie. C'était comme s'il avait été figé dans le temps. Pourtant, quelque chose semblait étrange. Au cours des conversations, il mentionnait des endroits et des personnes que personne ne connaissait, comme si une partie de sa mémoire appartenait à un autre endroit, une autre réalité. Le point culminant est arrivé la nuit suivante. J'étais dans ma chambre, en train de revoir de vieux albums photos, quand j'ai entendu un bruit venant du couloir. J'ai ouvert ma porte et je suis sorti. Là, il y avait mon grand-père, debout devant un miroir, fixant son reflet. Je ne comprends pas, Mathéus, on dirait que je n'appartiens pas à cet endroit. Mamie, que se passe-t-il ? De quoi vous souvenez-vous ? Je me souviens seulement d'être arrivé à l'épicerie pour acheter des choses. Et ensuite, il y a eu un éclair devant mes yeux. J'ai cligné des yeux, je me suis frotté les yeux et je suis revenu ici. Je ne sais pas ce qui a pu se passer, mais si tout ce que vous m'avez dit est vrai, alors il se peut que ce ne soit pas moi, n'est-ce pas ? Je ne sais pas ce qui disait miroir, passé. Mais après 3 semaines, mon grand-père est décédé. Ce fut un choc pour toute la famille. C'était comme s'il était parti à nouveau. Après 10 ans, nous avons pu le voir. Nous sommes allés le revoir. Nous étions en pleine joie. Et maintenant ça. Encore un coup dur pour notre famille. Je me souviens qu'à la veillée funèbre,
Il semblait avoir bien plus d'âge qu'il n'en paraissait. Je crois qu'il est entré dans une sorte de portail ou quelque chose comme ça. Et il est resté coincé dans ce vide temporel. Et quand il est revenu ici, toutes ces années qui n'avaient pas été comptabilisées sur son corps sont revenues à la surface et l'ont fait vieillir rapidement. Ainsi elle a commencé. C'est ainsi que ça s'est passé. Ce mois-là, mon père et moi sommes partis en voyage en Argentine, car sa sœur et ses nièces y habitaient. Je dois avouer que j'étais enthousiaste, mais en même temps un peu triste, parce que ma mère n'est pas venue avec nous, n'est-ce pas? À cause de sa peur de prendre l'avion, elle avait peur que ce truc tombe et tue tout le monde. Elle nous a laissé partir seuls, car si l'avion tombe, elle survit. Oui, je me souviens, nous avons voyagé le 8 et sommes revenus le 31. Cependant, durant cette période, un événement me fait encore douter que tout cela soit réel ou inventé. Nous étions hébergés chez ma tante, n'est-ce pas? Et c'était vraiment sympa de passer du temps là-bas, sauf au moment de dormir, mec. Sa maison avait 3 chambres, une avec un lit double, une autre avec un lit simple, et la dernière avec 2 lits simples. Ma tante et moi, on dormait dans la chambre avec ces 2 lits simples, tu vois? Pendant que mon père est resté dans la chambre avec un lit simple. C'était au milieu de la nuit et j'étais encore réveillé. Pendant que ma tante et mon père ronflaient, j'étais tranquillement en train de manipuler mon téléphone, allongé sur le lit, jusqu'à ce qu'à un certain moment, je décide d'éteindre l'appareil. Pour essayer de dormir, n'est-ce pas? Puisqu'il était déjà plus de 2 heures du matin. Léo Augusto et mamie, dès que j'ai fermé les yeux, j'ai senti mon lit bouger fortement, comme s'il y avait un tremblement de terre. Mais moi, sur le lit, j'ai ouvert les yeux, effrayé. J'ai pris mon téléphone et j'ai allumé la lampe torche, mais il n'y avait rien. Quand même, j'ai décidé d'essayer de me rendormir, même si je transpirais à froid, tu vois, bien en sécurité. Et c'est à ce moment-là, dès que j'ai refermé les yeux, que j'ai senti quelqu'un s'asseoir sur mon lit. J'ai sursauté de peur. J'ai allumé la lampe torche, mais il n'y avait personne là. Absolument vide. Ensuite, j'ai couru aux toilettes et suis resté enfermé 10 minutes pour me calmer. Je n'ai réussi à dormir qu'autour de 7 heures du matin, quand j'étais déjà épuisé. Le jour du retour au Brésil, alors qu'on était à l'aéroport, je me suis souvenu que ma tante était veuve. Peut-être, qui sait, cela pouvait être l'esprit de son mari. Et si l'esprit était là, il s'est assis et allongé pour rester près d'elle, non? Et j'étais sur leur chemin. Je sais seulement qu'en rentrant chez moi, j'ai remercié Dieu d'être revenu et j'espère ne jamais retourner en Argentine. Et c'est tout. Léo Augusto et mamie. Salut Léo, je suis Caillot, j'ai une histoire flippante à te raconter. Ça s'est passé à l'école, je n'oublierai jamais ce jour-là. C'était censé être juste une récréation normale à l'école. Les gens assis sur le banc du terrain, les gars jouant au foot, les filles en train de bavarder, et ce groupe habituel autour de la table de bras de fer. Mais c'est ce jour-là que j'ai vu quelque chose qui ne m'a jamais quitté l'esprit. Il s'appelait Samuel. C'était le garçon le plus étrange de notre classe. Ce n'était pas parce qu'il était bizarre ou quelque chose comme ça, mais à cause de son bras. Le droit, pour être plus précis, était disproportionné. Mec, c'est le moins qu'on puisse dire. Ce n'était pas seulement grand, c'était le genre de choses que tu regardes et tu sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Comme si ce bras ne lui appartenait pas. Les veines étaient épaisses, elles semblaient vivantes, et la peau avait une texture étrange. Je n'ai jamais réussi à bien décrire, mais il portait toujours une chemise large, donc la plupart des gens ne remarquaient rien. Quand il s'asseyait à la table de bras de fer et qu'on voyait ce bras énorme, et Samuel adorait ça. Je pense que c'était le seul moment où il n'essayait pas de cacher son bras. Il était imbattable, mec, et tout le monde adorait l'encourager. Jusqu'à ce que Philippe arrive. Philippe était le nouveau garçon de l'école, un peu prétentieux, tu vois. On aurait dit qu'il allait devenir le nouveau caïd de l'école. Il était arrivé il y a quelques semaines à peine, et il pensait déjà être le roi du coin. Le jour de la récré, il a vu Samuel à cette table, et il s'est mis à rire sans raison. « C'est quoi ce truc sur ton bras, Samuel ?» Samuel n'a pas répondu, a seulement esquissé un petit sourire nerveux et posé son coude sur la table. C'était sa façon de dire « Si tu veux parler, viens jouer ». Philippe a encore ri et s'est assis. J'étais là, juste en face, je regardais tout, mec. Ah,
Le costaud va le démolir, j'en suis sûr. Je parie mon croque-monsieur qu'il va perdre. Ils se sont tenus la main, et je le jure, j'ai vu le bras de Samuel bouger avant même que l'arbitre à la table ne donne le signal. Ce n'était pas lui qui bougeait son bras, tu vois. Son bras semblait impatient. Quand le match a commencé, Philippe avait même l'air de bien s'en sortir. Il forçait, se penchait, se mordait les lèvres, mais Samuel le regardait juste avec un petit sourire. Son bras ne tremblait même pas. Puis c'est arrivé. Quand il a posé appuyé fort, il a entendu ses craquements secs. « Aïe, putain, mon bras !» Philippe a crié. « Et son bras ? Mon Dieu, mec !» Son bras était plié. D'une façon que je ne savais même pas possible. L'os est sorti à travers la peau et le sang a commencé à couler sur la table. Mais le pire n'était pas ça. Le pire, c'était Samuel. Son bras a changé. Les veines étaient saillantes et on aurait dit que son bras était plus grand. Mec, il était encore plus enflé. Je le jure sur tout ce qu'il y a de plus sacré. J'ai vu ce bras pulser comme s'il était vivant. Samuel regardait son bras, les yeux écarquillés. Il avait l'air aussi terrifié que nous, mec, mais il ne lâchait pas la main de Philippe. C'était comme si son bras ne voulait pas lâcher. Genre, il veut partir de là, mais son bras est accroché, c'est fou. C'est là que j'ai compris, mec. Ce n'était pas juste un bras normal, c'était autre chose, quelque chose qui n'était pas à lui, quelque chose qui avait sa propre volonté. La professeure est arrivée en courant, en criant, et finalement, Samuel a lâché Philippe. Il est sorti en courant du terrain, tenant son bras avec l'autre main. Personne n'a pu l'en empêcher. Philippe a été emmené à l'hôpital, et ils ont dit qu'il aurait besoin d'une opération. Mais personne n'a parlé du bras de Samuel. Comment expliques-tu une chose pareille ? Après ce jour-là, il n'est pas revenu à l'école. Certains disaient que ses parents l'avaient retiré de là. Après ce jour-là, il a été interdit de faire des bras de fer à l'école pour éviter que ce genre de choses ne se reproduisent. Et mec, de casser le bras de l'autre, mec. Tu crois que ce bras n'était pas à ce garçon, mec ? Tu crois qu'il a eu ça dans un pacte à un carrefour ? Parce que clairement, ça ne lui appartenait pas. On ne voyait aucune couture à l'épaule, hein ? Mais je ne serais pas surpris si ça avait été implanté là. Mec, comme un Frankenstein, t'es fou, je n'oublierai jamais ce jour-là. Mec, il a tout cassé là, tu vois. Il a tout tordu le gars. Ce bras-là, il est pas naturel, hein ? Tu prends quoi, mec ? J'ai sorti le numéro 2 de Cartoon Cat contre Siren Head. Ce clash continue, mes amis. Et on a beaucoup d'autres titres là-bas dans la boutique de Léo. Sur ZAP, ajoute ce numéro-là, mec, et je t'enverrai la liste disponible de toutes les bandes dessinées de Léo. D'accord. Un joyeux Noël à vous et une bonne année. On est ensemble. Et si tu veux envoyer une histoire pour qu'elle apparaisse dans cette rubrique ici, il suffit de l'envoyer à cet email-là, inscrit sur leo@gmail.com, d'accord ?